Vous faites bien de choisir les programmes de médias. Bienvenue dans Talk Afrique. Dans le monde contemporain, les politiques publiques jouent un rôle crucial dans le développement et le bien-être des sociétés. Elles couvrent divers domaines comme l'éducation, la santé, l'économie, l'environnement et la sécurité. Cependant, nos sociétés africaines vivent parfois certaines inégalités et demandent des résolutions pour accéder aux services sociaux. Cela nécessite des plans d'action et des décisions des gouvernements africains pour répondre aux besoins spécifiques et aux problèmes de la société. Justement, quel plan d'action faut-il mettre en place pour améliorer le bien-être des populations africaines? Comment les pays peuvent-ils renforcer davantage la protection sociale et réduire les inégalités économiques en Afrique? Restez avec nous si vous voulez en savoir plus. Deux invités sur ce plateau. Nous recevons M. Biram Yaya Wane, chef d'entreprise, membre du Conseil national des entreprises du Sénégal, Innovation Croissance et du groupe secteur privé et développement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame, tout le plaisir est pour moi. Donc je commencerai quand même par vous remercier pour cette invitation. C'est un honneur pour moi, c'est un honneur pour le secteur privé quand même de débattre sur ce sujet quand même qui intéresse quand même la société. Ouais. En face de vous, nous avons M. Mbaye Sarr, chef du bureau de la documentation et des archives à la cellule de communication du MFB, ministère des Finances et du Budget. Vous êtes également adjoint au maire de la commune de Goudiane, dans le département de Thiès. Merci d'accepter notre invitation. Merci madame, c'est moi qui vous remercie. Et je profite de l'occasion pour saluer mon vis-à-vis, saluer aussi vos téléspectateurs et téléspectatrices, dire que je suis ravi de partager avec vous ce plateau-là. Merci bien. Alors, je reste avec vous, Monsieur Mbaye. Selon vous, que représentent les politiques publiques dans nos pays, on va dire dans nos sociétés africaines? Merci beaucoup, madame. Bon, que représentent nos politiques publiques dans nos pays africains? Moi, je voudrais d'abord commencer par dire c'est quoi d'abord une politique publique? La politique publique, c'est quoi? C'est une réponse, une offre qui découle d'une vision qu'un gouvernement veut ou a pour résoudre les problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes de développement d'une manière générale de son pays. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la politique publique ou les politiques publiques, ce sont en tout cas des ensembles de décisions, de projets ou de programmes initiés et qui sont déroulés pour mise en œuvre, pour en tout cas arriver à bout des nombreux défis de développement d'un pays donné. De manière concrète, c'est disons la raison d'être des gouvernants. Quand un gouvernement est en place, c'est parce qu'il a vendu un projet, c'est parce qu'il a vendu des idées, c'est parce qu'il a montré une certaine volonté, une certaine vision très claire qui a capté la majorité des votants et qui a fait que quand il est élu, ce qu'il doit faire ce n'est rien d'autre que de solutionner à travers des projets, des programmes dans tous les secteurs de la vie économique et sociale d'un pays. Voilà en gros ce que, de manière ramassée, ce qu'on peut retenir de ce que c'est une politique publique. Oui, peut-être que tout le monde ne partagerait pas cet avis. C'est vrai que c'est des décisions, on va dire des projets qui sont là, mais dans l'application, c'est peut-être pas le cas. Monsieur Wane. Merci madame pour cette question. Je vais saisir la balle au rebond et puis me rattraper pour saluer mon vis-à-vis M. Sarr, adjoint au maire de Goudiane. Donc, à l'introduction, on n'a rien à y rajouter. Hein. Il a bien campé le débat en parlant de la politique publique. Donc, je confirme ce que M. Sarr a dit. Donc, de bout en bout, je l'ai bien écouté. Donc, une politique publique, comme il l'a si bien quand même dit, c'est une politique quand même
Qui permet quand même de répondre aux besoins des sociétés. Comme il l'a si bien dit, les politiques publiques, en général, c'est l'expression quand même pour un État de prendre en charge toutes les préoccupations des populations dans tous les secteurs, dans tous les piliers de développement qui régissent une vie économique. Mais justement, la question, c'était ça. Est-ce que réellement, il y a une application? Est-ce que ces politiques vont jusqu'au bout de leurs décisions, de leurs projets en faveur des populations? Non. Là, vous avez bien posé une question quand même très pertinente qui a quand même tout son sens. Il y a beaucoup de politiques publiques aujourd'hui qui n'ont pas quand même atteint leur maturité. Pour l'unique et simple raison, non seulement les gouvernements changent, les ministères en charge souvent de ces politiques souvent quand même n'ont pas assez de temps pour tout dérouler. Ce qui fait qu'au finish, il y a toujours des dysfonctionnements, des manquements quand même dans ces politiques publiques-là. Et ça, c'est déplorable quand même de le souligner. Rares sont quand même les projets quand même qui sont quand même conçus par l'État, déroulés par l'État, quand même qui atteignent souvent une vitesse de croisière, souvent tant souhaitée, mais qui souvent tardent à être quand même vus sur le terrain des opérations. L'idée est bonne, hein, il faudrait bien proposer, il faudrait qu'il y ait des bonnes propositions en faveur des populations. L'idée est vraiment louable. Je suis avec vous, M. Mbaye. Comment les décideurs peuvent-ils créer des politiques inclusives qui intègrent les perspectives et les besoins de tous les segments de la société africaine? Merci beaucoup, madame. Je voudrais juste rebondir sur la question de l'efficacité d'abord des politiques publiques, comme M. Wan l'a dit tout à l'heure. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute politique publique se traduit à travers un projet ou un programme. Maintenant, dans la mise en œuvre, il y a énormément de choses à dire. Et moi, je pense que c'est là où le bas blesse, dans nos États en tout cas, d'une manière générale. C'est vrai que l'Afrique n'est pas homogène en termes de développement aujourd'hui, mais si on considère l'Afrique la plus en vue en termes d'inefficacité, c'est l'Afrique subsaharienne, hein, un peu l'Afrique de l'Ouest et quelques pays de l'Afrique centrale et australe. Nous avons des caractéristiques communes, souvent, en termes, comme il l'a dit tout à l'heure, hein, d'instabilité politique, mais aussi des crises cycliques, etc., qui font que parfois la mise en œuvre des projets laisse vraiment à désirer. Et quand un projet est initié, s'il n'est pas mis en œuvre, ma foi, on ne peut pas parler d'efficacité, il ne peut pas être efficace. Maintenant, quelles sont les politiques qu'il nous faut pour aider l'Afrique à se développer? Moi, je pense que, comme vous l'avez dit, hein, la question c'est que une politique, c'est une idée d'abord, une idée qu'on partage. Et on le partage, on le met en œuvre au profit d'une communauté, au profit de la population. C'est là où l'inclusion elle est importante. Parce que, comme dit Gandhi ou Nelson Mandela, on l'attribue cette assertion-là, ce que toi, tu veux faire pour moi et que tu veux le faire sans moi, en réalité, tu ne le fais pas pour moi. Ce que les tenants des pouvoirs au niveau de l'Afrique doivent faire, c'est qu'en initiant des projets, des programmes au profit des populations, qu'ils tiennent compte des réalités de ces populations-là, qu'ils écoutent ces populations-là, toutes les parties prenantes qui tournent autour de ces projets-là, la société civile, le privé, les communautés de base, hein, les bailleurs, qu'on prenne en compte tout le monde. Ça a un avantage. Le premier avantage, c'est quoi? C'est d'abord la participation. Quand moi, je suis consulté, quand moi je sens que mon avis est pris en compte, que l'avis de ma communauté est pris en compte, mes préoccupations sont prises en compte, quelque chose me lie à ce projet-là. Et pour un rien, je peux m'investir pour la réussite de ce projet-là. Mais il y a un autre avantage dans l'inclusion. L'autre avantage de l'inclusion, c'est que quand moi je me sens concerné, souvent les projets, in fine, c'est des livrables dans l'immédiat. Ces livrables-là, ils ont des effets dans l'immédiat. Or, en réalité, ce dont on a besoin en matière de politique publique, c'est un impact dans la durabilité.
Alors, pour qu'il y ait cet impact dans la durabilité-là, il faut que toutes les parties prenantes qui tournent autour de ces projets-là se voient dans ces projets-là, donc, il faut se reconnaissent. Davantage il faut, les justement, pour une bonne réussite, pour une bonne inclusive. efficacité, il faut impliquer les communautés de base et autour toutes les parties prenantes pour qu'on puisse réussir. Très bien. Monsieur Wane, vous êtes membre du Conseil national des entreprises du Sénégal. Vous êtes aussi membre de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Actuellement, de nombreux pays luttent pour instaurer des politiques publiques véritablement inclusives. Je vais prendre l'exemple des politiques économiques qui mettent beaucoup plus l'accent sur les grandes entreprises, qui favorisent les grandes entreprises au détriment des petites entreprises ou encore des petites et moyennes entreprises. Comment peut-on remédier à cette situation? D'accord, mais sur ce point, vous savez que moi je vais prendre l'exemple sur mon pays que je connais le plus. Donc, le Sénégal. Même si j'ai tendance souvent à visiter certains pays de la sous-région, là je reviens comme ça de Cotonou, du Bénin, et j'ai été agréablement surpris que c'est un pays qui est en train quand même de poser des actes quand même concrets pour concrétiser le maximum de projets porteurs quand même afin que les Béninois créent énormément de richesses et d'emplois dans leur pays. J'ai visité une filière, une usine de coton qui a commencé à exporter toute sa production dans des pays développés, donc tels que la France, tels que les États-Unis avec l'AGOA. Donc il y a pas mal de possibilités dans cette filière textile. Maintenant, par rapport au Sénégal, nous, au niveau du secteur privé, donc, nous sommes maintenant hiérarchisés. Nous avons un secteur privé hiérarchisé avec des acteurs économiques opérationnels. On a du fonctionnel, on a du mourant, on a du dormant, on a du somnolent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne crée plus de richesse au Sénégal, on ne crée plus d'emplois au Sénégal. Parce que la politique a pris le dessus sur la marche de l'administration de manière générale. Parce que, par exemple, si on prend quelques institutions budgétivores qui, d'après les études de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ont montré que ce sont des institutions qui devraient disparaître sur l'échiquier administratif. Par exemple, aujourd'hui, quand on procède au classement des institutions qui apportent leur soutien aux acteurs économiques, qui sont plus connus par les acteurs économiques et qui sont fréquentés par les acteurs économiques au quotidien, par exemple la Chambre de commerce, qui est fréquentée au quotidien par 17% de la population. Et s'en suivent les chambres de métier, à hauteur de 11%. S'en suit bien après l'APIX, à hauteur de 8%, le fonds GIP à hauteur de 4%, le fonds 6 à hauteur de 2 et quelques pourcents. Vous voyez là des PME, 0,2%. Et toutes les institutions budgétivores connues des Sénégalais aujourd'hui ont montré leurs limites. Ce qui fait qu'on n'arrive plus à créer de la richesse, on n'arrive plus à créer des emplois. S'y ajoute le choix des investissements de nos décideurs. Aujourd'hui, nos gouvernants ont opté pour la facilité. Par exemple, vous prenez le cas de Diamniadio, qui est la nouvelle ville. Tout ce que vous voyez comme infrastructure aujourd'hui à Diamniadio, intramuros, sont des infrastructures qui ont été construites, réalisées par des entreprises étrangères via des financements Exim Bank. Et aujourd'hui, quand Exim Bank te finance un projet, elle te demande en retour à ce que 85% des matériaux et produits proviennent du pays où Exim Bank a eu à décaisser de l'argent. Ça peut être Exim Bank Chine, ça peut être Exim Bank Inde, ça peut être Exim Bank Turquie. Pendant ce temps, nous sommes là. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises là... Et malheureusement, ce sont des secteurs que la main-d'œuvre sénégalaise maîtrise. Parce que moi, ça me pose même des problèmes. Le pourquoi il y a des chômeurs au Sénégal, ou bien pour le pourquoi les Sénégalais aujourd'hui prennent le large pour aller quand même vers des Eldorado, des pays jugés Eldorado, alors que nous sommes plus riches que ces pays ciblés, où notre jeunesse a tendance quand même à mais est-ce que vous pensez que ces entreprises, ces petites entreprises, ou encore petites et moyennes entreprises, ont cette possibilité de bénéficier de ces politiques publiques? Pas du tout. Pas du tout. Là, moi, je suis foncièrement contre ces genres de financement et d'accompagnement. Aujourd'hui, nous, les entreprises qui militent au sein de nos organisations patronales sont des entreprises aujourd'hui qui ont comme dénominateur commun de traverser d'énormes difficultés. Certaines, cette année, vont mettre la clé sous le paillasson si vraiment le nouveau gouvernement quand même, ne vole pas le secours.
Permettez-moi de poser la question à M. Mbaye. L'absence de régulation robuste contre la capture réglementaire expose les politiques publiques à des influences indésirables. Quelles peuvent être les causes de cette absence? En fait, la question elle est très importante et elle fait suite à ce que M. Wan vient de dire tout à l'heure. Vous savez, la dernière phase du processus des politiques publiques, c'est l'évaluation. Malheureusement, dans nos États, on pêche à évaluer. Ou si on évalue, même si on prend des décisions, on ne les applique pas à la lettre. Il a donné l'exemple de beaucoup d'agences qui existent, budgétivores qui sont là, qui, à l'initiative, sont des agences dédiées, des agences de mission qui devraient disparaître à la fin de la mission, mais qui traversent éternellement le temps. Donc moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est que nous pêchons parfois dans l'évaluation. On a des idées, on conçoit, on met en œuvre. On a des bonnes idées, très bonnes idées, mais on n'évalue pas pour voir l'impact réel, voir si est-ce qu'il faut continuer ou pas, s'il faut continuer en redressant, etc., etc. Maintenant, le monde étant ce qu'il est, pour venir à la question, le monde est devenu maintenant un village planétaire. Eux, ici, ce sont des chefs d'entreprise, ils ont des entreprises, mais aujourd'hui, la réglementation, les lois, comment on appelle ça, l'intégration, etc., l'ouverture au monde a fait que maintenant, chaque entreprise peut aller se déployer n'importe où dans le monde. Pour en venir à cette question-là, ces entreprises dites de grosses entreprises, mais se déploient en mettant l'accent sur la compétitivité. Qu'est-ce qu'ils ont de plus par rapport à nos entreprises? Qu'est-ce qu'ils ont en lien avec nos gouvernants, etc. Qu'est-ce qui fait que ces entreprises-là viennent bousculer nos entreprises ici? Moi, je pense que c'est le marché de la concurrence. C'est les lois de la mondialisation. Maintenant, c'est à nous autres, Africains, pour ne pas dire Sénégalais, mais c'est à nous autres, Africains, de développer ce que moi j'appelle une intelligence managériale. Voir comment est-ce que nous pouvons préserver nos entreprises tout en restant connectés au reste du monde. Ces entreprises-là, comme il dit, de la Chine, de la France, de l'Allemagne, un peu partout, ils étudient notre environnement des affaires. Ils étudient les forces et les faiblesses de nos entreprises. Ils viennent se positionner. Souvent, ils le font en relation avec des nationaux, des acteurs locaux. Mais moi, mon avis est que la préférence nationale devrait être au-dessus de tout. La préférence nationale devrait être au-dessus de tout. Alors, maintenant, cela implique que les gouvernants puissent prendre les décisions dans ce sens-là, mais cela implique aussi beaucoup plus de responsabilité de la part du secteur privé, beaucoup plus d'ingéniosité, beaucoup plus de capacité à pouvoir mobiliser des financements qu'il faut. Souvent aussi, ce qu'on décrit quand on fait le choix de certains nationaux, c'est ces manquements en termes de délai, ces difficultés à pouvoir mobiliser les financements qu'il faut, etc., surtout en ce qui concerne les grands projets. Ça aussi, moi, je pense que c'est des défis que le secteur privé doit pouvoir relever. Monsieur Wan, nous parlons de l'amélioration du bien-être de la société ou bien du bien-être social. Quelles sont les meilleures stratégies pour améliorer la qualité de l'éducation et assurer que tous les enfants, indépendamment de leur origine sociale, ont accès à une éducation de base, gratuite et de qualité? Un pays aujourd'hui ne peut pas se développer sans mettre le focus sur ce qu'on appelle les piliers de développement. Et les piliers de développement aujourd'hui, malheureusement, ils sont pas nombreux, ils sont 5 pour le moment. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est le transport dans tous ces segments, que ce soit le transport terrestre, aérien, ferroviaire, terrestre, maritime. Donc il y a les nouvelles technologies, le numérique, l'intelligence artificielle, et il y a l'agriculture dans tous ces segments, que ce soit l'agriculture, l'élevage ou la pêche. Voilà les 5 piliers de développement que tout pays qui voudrait un jour ou bien qui souhaiterait un jour être émergent devrait mettre son focus.
par rapport à l'éducation. En faisant quoi, justement? Mais en faisant quoi? Mais parce que même les conventions que le Sénégal a ratifiées, mais souvent tu vois des pays qui passent outre quand même la ratification de ces conventions, si ça n'arrange pas forcément ces pays. D'accord. Vous parlez du Sénégal, on reste avec le Sénégal. Par contre, je vais poser la question à M. Mbaye Sarr. Vous êtes adjoint au maire de la commune de Goundiane, dans le département de Thiès. Quelle politique publique avez-vous mise en place pour améliorer le bien-être des populations qui sont dans votre département? Merci beaucoup, madame. En parlant d'amélioration de bien-être, je pense à un indicateur qui a été développé par le PNUD en 90, qui est aujourd'hui l'indicateur en tout cas le plus en vue pour mesurer cette amélioration des conditions de vie, c'est l'IDH, Indice de développement humain, qui est en réalité un indice composite qui prend en compte 3 aspects, les aspects sanitaires, d'éducation et bien sûr de production, c'est-à-dire le PIB. Et dans le volet sanitaire, par exemple, parce que vous avez descendu la question, vous l'avez ramenée au niveau communautaire, nous avons, en tout cas, quand on est venu à la commune de Goundiane, nous avons développé une approche de proximité. On a dit, on a pris la carte de la commune, on l'a fait en zone. On a dit, dans chaque zone, il faut au minimum un poste de santé qui inclut une maternité. Et pour une communauté, une commune qui fait 15 villages, plus des hameaux, si on considère les hameaux comme des villages qui ont une taille de village, on tourne autour de 22 villages. Vous avez aujourd'hui 7 postes de santé répartis dans l'ensemble de la commune. Dans le périmètre communal. Ce qui fait que sur 3 km, vous avez un poste de santé. Sur chaque 3 km, vous avez un poste de santé. Nous avons aussi, dans le domaine de l'éducation, parce que quand on veut que la personne soit autonome, il faut qu'elle soit éduquée, il faut qu'elle soit formée. Dans le domaine de l'éducation, ce qu'on a fait, nous, quand on venait à Goundiane, on avait juste un collège d'enseignement dans toute la commune. Dieu a fait qu'aujourd'hui, nous avons 2 lycées. Ce collège d'enseignement a été transformé en lycée. Un autre collège a été créé et 4 ans après, il a été transformé en lycée. Un autre collège encore a été créé. Nous sommes aujourd'hui à 3 collèges, 2 lycées. Et en termes d'école primaire, nous avons ratissé large. Le plus petit hameau maintenant de la commune a une école primaire. Ce sont des initiatives à saluer. Justement. Malheureusement, on n'a pas pu parler des ONG qui collaborent aussi avec le secteur privé pour améliorer le bien-être des sociétés. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission déjà. Vous êtes chef d'entreprise et membre du Conseil national des entreprises du Sénégal, Innovation Croissance, et du groupe secteur privé et développement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Merci également à M. Mbaye Sarr, chef du bureau de la documentation et des archives à la cellule de communication du ministère des Finances et du Budget. Vous êtes également adjoint au maire de la commune de Goundiane dans le département de Thiès. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, et à très prochainement. Exactement, vous avez compris, hein, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Surtout, ne changez pas de fréquence. Prenez soin de vous et continuez à nous suivre. À très bientôt.